Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Nous sommes avec Mosley ce matin et on a monsieur Simamba Francis Edgar qui est avec nous. Il est consultant et analyste politique. Vous le connaissez très bien, il fait le tour des plateaux télé et radio. Et on a le docteur Jean Delors Biyogué Bioutougou qui est politologue, auteur d'ouvrages et conférencier. Il faut nous parler de l'actualité politique, c'est ça Mosley ? Oui, effectivement, bonjour tout le monde. C'est pour parler de l'actualité qui sont là, notamment l'actualité politique, en rapport avec tout ce qui se passe depuis, on va dire, le week-end dernier et ce qui se profile à l'horizon. Donc, on va essayer de revenir sur les questions en rapport avec le dernier message des évêques du Gabon, mais également la mise en place du bureau du Centre gabonais des élections et parler de la communication qui est sortie dernièrement du Conseil des ministres, notamment en rapport avec la précision de la date de la rencontre politique que le chef d'État avait promise pour faire en sorte que les acteurs politiques se retrouvent. C'est le chef d'État à la base qui a promis, c'est les acteurs politiques qui ont appelé. Mais il a répondu favorablement. Il a répondu au favorablement. Bien sûr. C'est pas comme si c'était une promesse. Il a dit qu'elle se tiendra et il a tenu promesse. Donc c'est déjà une promesse. Ah d'accord, promesse à sa réponse de oui, je vais partir. Voilà. À la concertation. Exactement. Monsieur Simamba, bonjour. Bonjour. Docteur Jean Delors, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, comme Mosley l'a dit, on va parler de la conférence épiscopale. Hein, c'est ça le terme exact. Qu'est-ce qu'il en ressort de cela pour vous qui êtes un analyste politique? Parce que la semaine dernière, on a reçu l'abbé. Le lundi, on a... Est-ce qu'il n'y a pas trop d'intrusion du religieux dans le politique? Bon, mais après, tout dépend de l'angle sur lequel on se trouve. Déjà, permettez-moi de vous remercier. C'est toujours un plaisir d'être invité ici, à Urban FM. Souvent, on reproche aux chercheurs, aux analystes politiques, souvent de se mettre en retrait du dynamisme de la société. Beaucoup préfèrent s'exprimer par écrit en rédigeant des articles scientifiques. Or, souvent, la grande partie de la population n'a pas accès à ces données. Mais lorsqu'on participe à ce type d'émission, ça nous permet de donner quelques grilles de lecture à ceux qui nous suivent, de former eux-mêmes leur propre opinion sur certaines questions. Bon, de mon point de vue, je veux rester un peu froid. C'est-à-dire que je me suis posé personnellement la question en m'interrogeant sur le fameux célèbre mot ou citation du pape lors de son passage au Gabon, lorsqu'il a dit « Église du Gabon, lève-toi et marche ». Je me suis interrogé, est-ce qu'il faisait allusion à la foi chrétienne ou à l'activisme et à l'engagement politique? Parce qu'aujourd'hui, la frontière elle est mince. Quand vous regardez un peu les discours, j'essaie de les lire entre les lignes, mais on a comme l'impression, après avoir invité le gouvernement à venir assister à cette cérémonie, que l'Église catholique aujourd'hui, ça c'est moi qui le dis, hein, et j'assume ce que je dis, lorsque je lis un peu, on a comme l'impression que l'Église catholique est en train de sortir un tout petit peu de son champ d'action traditionnelle, parce que interpeller l'exécutif comme ils l'ont fait, dans un cadre public, moi je pense qu'il y a d'autres canaux, il y a d'autres formats, il y a d'autres circonstances où cela pouvait se faire. Mais cela ne tienne, moi j'ai compris que à travers ces discours, il y a de l'inquiétude pour l'Église catholique. Il faut préparer sereinement cette élection ou ces élections générales, présidentielles, locales et législatives. Mais également, ils interpellent l'exécutif pour à la fois être des acteurs transparents pour qu'on ait une élection apaisée, mais également que tous les acteurs puissent réellement jouer leur rôle. Parce qu'en réalité, si on se dit que l'Église catholique s'est exclusivement adressée à l'exécutif, ce serait faire fausse route. Parce qu'il n'y a pas que l'exécutif. Une élection, c'est plusieurs acteurs. Il y a l'opposition, la majorité, il y a d'autres aujourd'hui qui se réclament même du centre. Mais à côté de ces acteurs traditionnels du jeu politique, il y a aussi d'autres acteurs comme la société civile. Il y a plusieurs sons de cloche. Il faut tenir compte de l'ensemble de ces acteurs pour mieux effectivement organiser les scrutins à venir. Mais aussi, en filigrane, il faut relever qu'il y a quand même un conflit antérieur
je dirais même historique, entre le politique et l'Église. Vous avez vu tout ce qui s'est passé pendant les 2 ans de Covid, avec l'interdiction de la célébration des cultes. Je pense que l'Église catholique est sortie. Il y a même eu une forme d'affront. Ils ont pris le risque de s'opposer, sinon aller à contre-courant de la décision gouvernementale. Il y a ça, mais également aussi par le passé, on s'est parfois retrouvé dans un scénario où certains prêtres se sont retrouvés dans l'arène politique. Donc, il faut véritablement voir ça pour établir un dialogue de confiance entre l'exécutif et l'Église catholique. Docteur Jean Delors-Bijoré, on sait que vous avez participé, du moins vous avez été invité par les évêques en tant qu'expert pour essayer un tout petit peu de présenter votre regard sur le thème d'ailleurs qui était le leur. Et quelle était leur préoccupation principale? Alors, je vous remercie et je voudrais rapidement revenir sur les propos de mon collègue que je partage suffisamment pour d'abord relever que l'Église sort-elle vraiment de son cadre habituel? Je ne pense pas, parce que dans la configuration de la cité politique, il y a ce qu'on appelle les forces vives. Et l'Église fait partie de ces forces vives reconnues. Et pire encore, l'Église catholique a des accords de siège avec l'État gabonais. Ce qui veut dire que cette légitimité, enfin, cette posture lui donne la légitimité de dire ce qu'elle pense. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, historiquement parlant, la conférence nationale du Gabon en 90 qui a réintroduit le multipartisme au Gabon a été dirigée par un évêque catholique, Monseigneur Basile Veil. Oui. Donc ce qui veut dire que l'Église n'est pas tout à fait hors champ lorsque elle donne son avis sur le contexte politique. Est-ce que ce n'était pas pour le principe de neutralité qu'il avait été invité? Parce que cela vient, on cite souvent cet exemple-là pour pouvoir justifier le discours qui a été, les discours qui sont prononcés aujourd'hui par l'Église. Justement, qu'est-ce qui lui donne la légitimité? C'est son statut d'autorité morale. Et cette autorité morale peut sortir de la réserve chaque fois qu'on sent que la société est en train d'aller dans plusieurs sens. Et je note avec beaucoup d'appréciation ce que disait mon collègue tout à l'heure en ce qui concerne la forme maintenant, le fait que le discours ait été délivré publiquement, etc. Il faut noter que le dialogue est rompu entre l'Église et l'État depuis 14 ans. Donc la démarche qui était celle d'Omar Bongo, de les consulter assez régulièrement, n'est pas celle des nouvelles autorités au pouvoir. Et nous avons vu une première manifestation de ce malaise le 25 octobre. Et tout de suite, nous avons vu que le Premier ministre, chef du gouvernement, a envoyé les ministres rencontrer l'évêque Jean-Vincent Oyem. Ils ont assisté à une messe, etc. Nous avons cru que c'était le moment de relance de ce dialogue pour aller vers l'équilibre des relations. Malheureusement, ça n'a pas suivi et je pense que l'un des sons de cloche a été donc le 25, après le 25 octobre, c'était le discours de vœux de Monseigneur au chef de l'État, etc. Et maintenant, tout suit. Mais il faut considérer que nous sommes dans une logique de liberté d'expression qui fait en sorte que toutes les forces vives donnent leur opinion sur le fonctionnement de la cité. Il ne faut surtout pas voir en ce discours ou en cette sortie de l'Église une espèce de rapport de force entre l'Église et l'État. Non, ça participe de ce qu'on appelle en politique la participation politique du citoyen au débat de son pays. Et ça, c'est reconnu par la Constitution. Maintenant, c'est la forme qu'il faut peut-être revoir. Alors, il ressort quand même que la venue des membres du gouvernement pour la messe de clôture de cette 30e conférence épiscopale a quand même suscité des remous. Il y a certains qui ont estimé qu'on n'avait pas invité le gouvernement à s'assister à cette messe. Je pense que là aussi, il y a beaucoup de considérations à voir. Lorsqu'on invite le gouvernement, il est soit représenté par le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre. On n'a pas besoin d'avoir tout le gouvernement avec comment on appelle, M. Issongué qui représente les sages, etc. Comme si c'était là. Il faut aller jusqu'au bout de la logique. Si on considère qu'on ne peut plus respecter la loi de 1905 séparant les églises de l'État en France, qui fait jurisprudence chez nous, donc on doit également assumer le fait que si les gouvernements s'y est rendu en grand nombre, c'est parce qu'elle reconnaît l'autorité de l'Église. Et donc si l'Église leur dit des choses, il faut qu'ils accueillent et que le peuple comprenne que l'on est dans ce dialogue entre partenaires à la stabilisation de la cité. Donc, tirer à partir de cet instant
on n'a pas 10 000 commentaires à faire qu'à se dire nous sommes dans une expression active de notre démocratie et chacun semble assumer ses positions. Et j'ai beaucoup apprécié le tweet et le post dans la soirée du Premier ministre qui a dit nous avons été à la messe de clôture, toutes les 12 les aspects sociaux du discours des évêques se retrouvent dans mes 12 points et ce qui est de leurs revendications politiques sera vu lors du dialogue, de la concertation. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut apprécier les choses. C'est-à-dire, on a noté la participation de l'Église, il faut la prendre comme telle. Et comme elle est pertinente parce qu'elle se fonde sur un certain nombre d'éléments, les évêques disent quoi ? Les évêques parlent de la crise de la gouvernabilité. Lorsque vous avez dans un mandat de 7 ans, vous avez à peu près 12 gouvernements. C'est une crise de la gouvernabilité. Il y a une instabilité gouvernementale qui est là. Lorsque vous avez dans un mandat une tentative de soulèvement appelée par la garde républicaine, enfin une faction de la garde républicaine, c'est une crise de la gouvernabilité. Lorsque vous avez dans un mandat de 7 ans plus de 5 anciens ministres en prison ou qui sont passés par la prison ou de hautes autorités, c'est une crise. Lorsque vous avez des contestations sociales à n'en plus finir, c'est une crise de la gouvernabilité. Donc je ne pense pas que l'Église catholique a été loin. L'Église en a fait que la photocopie de ce qui se passe pour alerter et appeler tout le monde à jouer son rôle, comme le disait mon collègue, et à revenir à des meilleurs sentiments qui doivent animer tous les citoyens. C'est les principes démocratiques de la bonne gouvernance de la cité, de la participation juste et de l'équilibre. Monsieur Simamba, il y a quand même dans l'opinion, dans le message délivré par les évêques, beaucoup y ont vu une façon pour l'Église de prêter le flanc à l'opposition. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a aujourd'hui des connivences entre l'opposition et l'Église ? Bon, je pense que le docteur Jean-Delors Biol l'a relevé dans son intervention, et je l'ai dit en filigrane. En principe, la première lecture qu'on s'est fait, d'accord, de l'ensemble de ces interventions, on a comme l'impression que l'Église catholique a clairement condamné l'exécutif. Ça, c'est la première lecture, quand vous regardez tout ce qui s'est dit. Et dans l'imaginaire collectif des populations, beaucoup se sont posé la question, est-ce que c'était le lieu de relever tous ces aspects? Parce que moi, je suis revenu, j'ai dit sur le fond, c'est une bonne chose, et mon collègue l'a dit tout à l'heure, mais sur la forme, parce que j'estime quand même que l'Église catholique, en tant que première force, d'accord, lorsqu'on parle de concession religieuse, à côté de l'islam, le groupe protestant et autres, a d'autres couloirs pour s'exprimer. Parce que vous savez, il faut tenir compte du contexte aussi. En géopolitique interne, on parle des rapports de pouvoir. D'accord ? Beaucoup se sont dit, est-ce que l'Église catholique est fâchée? Parce qu'on va de déclaration en déclaration, d'événement à contre-événement. Je pense qu'aujourd'hui, il faut opter pour l'instauration d'un dialogue de paix, de confiance entre l'exécutif et la concession religieuse. Et en filigrane, il faut relever que dans la perspective de l'organisation de la journée nationale de prière, eux également, ils seront acteurs. Annoncé par le Premier ministre lors de son passage devant la représentation nationale. Je pense que ce soit l'Église catholique d'abord et bien d'autres concessions religieuses, ils doivent travailler pour restaurer ce climat de confiance. Or, à travers les différents discours, moi j'ai eu l'impression, vous l'avez dit, et une partie de la population également a eu l'impression que l'Église catholique était comme fâchée, le ton y était, mais au-delà de tout ce qui était présenté, je pense que le gouvernement devrait le prendre avec beaucoup de recul et d'humilité pour mieux préparer sereinement les scrutins à venir. Mais aussi, il ne suffit pas de venir condamner, dénoncer, exposer ou évaluer la situation, mais il faut réellement que l'Église catholique garde sa posture de neutralité. Parce que l'histoire est têtue, les faits sont là. On a connu dans le passé des prêtres qui sont devenus après des acteurs politiques. Mais s'ils ne franchissent pas la ligne
j'espère qu'on peut s'en tenir à ce qu'ils ont dit, mais qu'ils insistent beaucoup sur la neutralité et l'objectivité. Pour rebondir sur ce que vient de dire M. Simamba, il y a quand même eu une citation à la participation de la vie politique, d'ailleurs vous l'avez dit tout à l'heure, de la part des évêques. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait voir dans les prochains jours ou dans les élections à venir des candidatures par exemple des hommes d'église? Non, c'est impossible. Si un homme d'église va en politique, il est excommunié. C'est ce qui est arrivé à Paul Mbabessol. Il est parti lui-même de l'église. C'est ce qui est arrivé à Jean-Bertrand Aristide en Haïti. En Haïti, oui. Donc, l'engagement politique d'un prêtre n'engage pas l'église. Ça, il faut le dire, et ça a été prouvé partout où ça s'est passé. L'appel moi, j'ai très bien accueilli cet appel parce qu'on assiste à une dépolitisation des masses qui est liée au fait que d'élection en élection, les électeurs sont déçus des résultats. Ils ont l'impression que leur voix n'a pas été prise en compte. Et à partir de ce moment, les citoyens désertent l'espace politique. Or, quand on déserte l'espace politique, on met le gouvernant qui est élu dans une crise de légitimité. Le gouvernant doit être élu avec une large majorité qui va faire en sorte que sa légitimité lui permette de gouverner. Et parmi toutes les questions de ce mandat, par exemple, on peut voir la confusion post-électorale de 2016 qui a remis en cause sérieusement la légitimité du président, pas par le fait que les élections ont été contestées seulement, mais par le fait de la réduction du score entre les deux candidats. Ce qui veut dire que si la participation était sérieusement de mise, on aurait pu peut-être assister à une départition beaucoup plus claire. Donc lorsque l'Église appelle les citoyens à aller voter massivement, à s'inscrire, ce n'est pas pour sanctionner, mais c'est pour légitimer le dirigeant qui est là. On l'a vu. On a vu lorsque les citoyens ne se reconnaissent pas dans un pouvoir, il y a soit des grèves qui se multiplient, soit la révolution, ou alors ce qu'on appelle la pratique des grèves larvées. Je suis à l'administration, mais je ne travaille pas parce que je ne reconnais pas l'autorité qui est là. Donc, ce qui veut dire qu'à partir de cet instant, les dossiers vont traîner dans l'administration publique parce qu'il y aura un travail de sabotage de l'autorité qui est là de manière à ce que ces faibles résultats fassent en sorte qu'au bout de la fin du cycle électoral, il ne soit plus réélu. Donc ça part de la crise de la légitimité. Et cette crise de la légitimité part de la non-participation massive et représentative des citoyens aux élections qu'ils soient présidentielles ou législatives et tout ce que vous voulez. Donc c'est à partir de là que le message de l'Église est pertinent de dire allez voter, allez vous inscrire, décidez pour votre pays, mais ce n'est pas pour sanctionner que je sache poursuivre un tout petit peu ce qui se passe. Je n'ai pas encore vu d'accointance particulière entre l'Église et l'opposition. Au contraire, je dis bien au contraire. Donc, on a vu d'ailleurs, pour revenir par le passé, des prêtres qui ont été envoyés en année sabbatique entre 2016 et 2018 parce qu'ils ont pris position. Effectivement, donc, des affectations disciplinaires. À partir de cet instant, on ne peut pas accuser l'Église d'être de connivence. Donc l'Église essaye de jouer le rôle qui est le sien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les discours du pape François ne galvanisent pas un peu plus les acteurs religieux à travers le monde et particulièrement au Gabon? Quand on suit un tout petit peu son arrivée en RDC où il a vraiment donné un message pratiquement politique au dire des observateurs, est-ce que cela ne donne pas plus de courage, plus d'engagement chez les hommes d'église? Alors, Matthieu chapitre 5, verset 13, vous êtes le sel de la terre. Vers le verset 14, vous êtes la lumière du monde. C'est la mission de l'Église. Et donc, si l'Église qui se considère comme celle de la terre, lumière du monde, ne joue pas son rôle dans la société, elle ne sert à rien. Donc, vous avez deux approches, malheureusement, qu'il faut combiner ensemble. L'approche de l'évangélisation des consciences pour faire des citoyens honnêtes pour la gestion de la cité et la chose de la facilitation de la participation pour ne pas faire des exclus. Et troisième chose même, la réhabilitation du sens de la participation. Et c'est pour cela que j'ai le discours de Monseigneur Jean-Vincent dans son homélie commençait à quoi sert-il de gagner une élection si ce n'est pas pour servir? Mais quand il dit ça, mes chers amis, il ne s'adresse à personne. Ça peut être un candidat de l'opposition qui aurait gagné comme celui de la majorité. Donc le principe, il est là. Et ce que l'Église est, si vous présentez devant le peuple pour être élu, vous êtes élu, mais servez-vous de cette confiance qu'ils vous ont faite
pour pouvoir bâtir la cité de manière juste. Et c'est ça la revendication de l'Église, c'est ce que je semble avoir lu dans tout ce qui a été dit au-delà de la forme. Monsieur Simamba, le pape, est-ce qu'aujourd'hui, son discours amène l'Église à travers le monde à s'engager et peut-être à sortir du bois pour pouvoir être on va dire, en relais des aspirations des populations? Bon, moi je pense également que ce qu'on peut lire entre les lignes lorsque on suit un peu les différents passages. Le pape était en RDC, je pense qu'il doit être au Soudan. Au Soudan du Sud, bon, oui. Oui. À travers son discours, déjà il y a une prise de conscience collective, d'accord, de l'Église catholique, du rôle qu'elle devrait jouer. 2, il faut aussi souligner que le pape, partout où il passe, il essaie de susciter l'espoir. Donc, il appelle aussi l'Église catholique à réellement s'impliquer. D'accord? À réellement s'impliquer, parce que le tout, c'est pas de dénoncer, le tout, c'est pas de condamner. L'Église catholique aussi a un rôle à jouer. D'accord? Un rôle à jouer, parce que en tant que, pour la plupart, en tant que ministre du culte, en tant que ministre moral, parce qu'ils ont aussi la lourde charge. Lorsqu'on regarde un peu la trajectoire historique du Gabon, nous savons quand même qu'il y a beaucoup d'entre nous là qui sont catholiques. Et le message souvent qu'on reçoit dans les cathédrales, est-ce que nous le reflétons dans la société? Parce que c'est bien beau, mais ceux qui sont au gouvernement, il y a aussi les catholiques. Ceux qui sont dans l'opposition, il y a aussi les catholiques. Est-ce qu'ils jouent réellement leur rôle? Est-ce qu'ils se comportent comme des catholiques? C'est aussi ça l'interrogation. Et je pense que le pape, à travers son discours, il appelle une prise de conscience individuelle et collective, mais également, il veut repositionner l'Église catholique dans le jeu des influences de l'évolution du monde. Parce qu'aujourd'hui, on a comme l'impression que l'Église fait son grand retour sur la scène. Parce qu'il faut avouer, moi je regardais à Kinshasa, le pape n'a pas pris totalement position pour la RDC, mais il a voulu exprimer aux yeux du monde que éviter cette sorte d'hypocrisie de la communauté internationale. Il y a une crise qui est là, qui perdure, il faut agir. Maintenant, le relais au niveau des pays, il faut que les acteurs majeurs de l'Église catholique puissent réellement jouer leur rôle tout en étant équilibristes et objectifs. Parce que Jean Delors l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a certains prêtres qui ont été mis à l'écart pour avoir pris position officiellement. Ça voudrait dire que ceux qui ont été sanctionnés ou qui sont partis en année sabbatique, ça devrait servir d'exemple aux autres. Parce qu'aujourd'hui, la frontière, elle est très mince. Et il n'y a pas que l'Église catholique, c'est vrai que le sujet du jour porte sur l'Église catholique, mais quand on parle de crise de confiance entre l'exécutif et les hommes d'Église, ça concerne aussi le mouvement du renouveau charismatique, les églises éveillées. On a vu par le passé des leaders spirituels devenir des candidats comme Ngouti et bien d'autres. Ce qui fait qu'après, vous venez d'abord prendre position pour la société et ensuite vous positionnez comme candidat. On a comme l'impression que pour certains hommes d'église, le fait d'être une position institutionnelle, c'est un peu comme un couloir pour accéder au pouvoir, quoi. Alors, vous avez abordé le sujet, notamment l'appel à l'implication des fidèles ou encore des populations à l'action politique qui passe par la légitimisation d'un pouvoir, notamment à travers le vote. Comment vous appréciez aujourd'hui, est-ce qu'on va dire les déboires, mais la situation, celle qui est en rapport avec la difficile possibilité pour les acteurs politiques, notamment de l'opposition, de s'entendre pour envoyer des listes pour la mise en place du nouveau bureau du CGE. Quelle est votre appréciation? Ça peut être docteur Justement, on a un problème de fond. Vous touchez là au problème de fond. Qu'est-ce qui fait en sorte que la participation politique ne soit pas de mise? J'aime bien la définition que la Constitution de la République gabonaise donne aux partis politiques. Formation des élites, identification des élites et préparation d'un cadre de participation politique qui soit équilibré. Or, aujourd'hui, les partis politiques n'existent qu'en période électorale. Je parle des partis politiques de l'opposition. Et quand ils viennent agir et exister en période électorale, c'est pour poser des problèmes qui ne sont pas des problèmes de
fond. Il faut reconnaître qu'après les accords d'Angondje, le gouvernement a fait un effort vers la rationalisation de la vie des partis politiques au Gabon, à travers en l'exigence d'avoir un siège, l'exigence de tenir des congrès ordinaires et extraordinaires, etc. Combien de partis politiques de l'opposition avez-vous entendu organiser des congrès tout ce mandat durant? Non. Donc on a, à quelques années des élections, on les voit sortir du bois, etc. Et quand on écoute le discours, il n'est pas basé sur une idéologie qui peut rassembler. La plupart des partis politiques, et ça je suis bien placé pour le savoir, c'est mon boulot, l'analyse la configuration sociologique des partis politiques. La plupart des partis politiques du Gabon portent la connotation de l'ethnie de leur fondateur. Et aussi, il n'y a pas une institutionnalisation de la gestion des partis politiques. Quand le leader meurt, le parti politique meurt. Il y a une crise entre les familles et les membres. On a vu le PGP après la mort de Maître Agonjo, et bien d'autres partis ont connu le Morena et autres. C'est le phare maintenant, l'UPG, etc. Donc ça dénote une chose, l'absence d'idéologie fédératrice, qui fait en sorte qu'au sein d'un parti politique, on sache qu'on est là pour la conquête du pouvoir. Et cette conquête du pouvoir repose sur le programme alternatif que nous proposons à la société et dans lequel la plupart des Gabonais doivent, idéologiquement parlant, se reconnaître. Là, on ne parle plus de ceux du Nord, ceux du Sud, ceux de l'Est. C'est l'idéologie. C'est la gauche, c'est la droite, c'est le centre. Point barre. Où se trouvent les partis politiques d'aujourd'hui? Gabonais, y compris le PDG d'ailleurs, qui jouit de sa place dominante à cause de l'histoire, pas parce qu'il est excellent. Donc, où se trouve aujourd'hui cette conception et cette mise en œuvre du mécanisme d'existence des partis politiques basé sur l'idéologie, la fabrication de l'élite, et combien de formations politiques sont organisées au sein des partis politiques pour fabriquer les successeurs? Il n'y en a pas. Donc, le point de départ est là. Et maintenant, où va s'exprimer la citoyenneté si les cadres sont faussés? Et donc, le vrai débat qu'on doit avoir avant de chercher à savoir qui va prendre quel poste, qui va aller à telle ou telle assemblée. Que représentez-vous? Et qui sont derrière vous? Et s'il n'y a personne derrière vous, et si vous n'avez aucun discours, parce qu'il ne faut pas faire l'amalgame entre projet de société et programme politique. Donc, où en êtes-vous pour l'avenir du Gabon? C'est des questions sérieuses qui méritent d'être posées. Il faut des états généraux des partis politiques au Gabon et que de ces états généraux sortent le statut de l'homme politique pour éviter tous les problèmes que nous avons aujourd'hui. Et à partir de cet instant, et autant de fois que le pouvoir aussi en place jouera le jeu des acteurs politiques de l'opposition, nous allons toujours tourner en rond. Combien de dialogues avons-nous vus, mon cher? 94, accord de Paris. Qu'est-ce que ça a donné? Rien du tout. On peut même aller depuis la conférence nationale. Alors, 2006, accord d'Arambo. Qu'est-ce que ça? Pourquoi? Et 2017, je ne sais plus quoi. Oui, 2017. Angondje. Oui. On va d'accord à un accord, de discussion en discussion, mais on a toujours les mêmes problèmes. Donc, il faut à un moment donné s'asseoir. Et chaque fois que le pouvoir jouera ce jeu, eh bien, on va voir ça se creuser l'écart qui existe entre la classe politique confondue et les populations. Parce qu'aujourd'hui, mon équipe de mon cabinet fait un sondage qui montre une crise de confiance entre la classe politique, toute la classe politique confondue, et la population, parce que les populations ont l'impression qu'il y a une espèce d'entente entre acteurs politiques pour les manipuler. Et là, aujourd'hui, nous en sommes à 20% d'intention de participation au vote de la part des citoyens. Et c'est faible. Et là, on va se retrouver encore avec la même crise de la légitimité dont je parlais tout à l'heure. Monsieur Simamba, comment comprendre aujourd'hui que l'opposition soit incapable de pouvoir s'entendre pour être une alternative crédible au PDG? Vous voyez bien que le docteur Jean-Delors Biogé a ajouté un petit sourire. Effectivement, regardez un peu la cartographie politique du Gabon. Nous sommes partis il y a moins d'un an à 76 partis, à 101 partis politiques. Dans les 101 partis politiques, 70% sont des partis politiques se réclamant de l'opposition. Ouais. Pour une population de moins de 2 millions, par exagération, moins de 3 millions d'habitants. D'accord. Mais à la lecture de cette crise, parce que pour moi, c'est un véritable test grandeur nature.
Si déjà eux-mêmes, les leaders politiques de l'opposition n'arrivent pas à s'attendre pour désigner 4 représentants, ça voudrait dire quoi? Il y a absence de stratégie commune. D'accord? Or, nous savons tous, il a rappelé fort à propos, qu'un parti politique a 2 objectifs. Quand vous êtes dans l'opposition, c'est la conquête du pouvoir. Mon interrogation, est-ce que l'ensemble de ces leaders-là ont l'objectif de prendre le pouvoir? Mais lorsque vous poussez la réflexion un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que les objectifs varient selon les acteurs. Beaucoup ne sont même pas là parce qu'ils veulent participer à l'élection. Beaucoup ne souhaitent même pas gagner une élection. Il y a les guerres pour l'oppositionnement, il y a les guerres de conflit de leadership parce que tout le monde veut être leader. Et à la lumière de cette crise, on se rend bien compte qu'il y a même une crise de légitimité au sein même de l'opposition. Ils ont même du mal à reconnaître, d'accord, que tous sont des leaders. Et moi, en politique, j'ai souvent coutume de dire que lorsqu'on est acteur politique, à un moment de l'histoire, il faut faire preuve d'égoïsme rationnel. Ils pouvaient tous s'asseoir, d'accord, et dire nous avons 4 postes. Les 4 postes-là, ce n'est pas le fait de désigner 4 personnes qui voudraient dire que vous allez gagner l'élection. C'est pour préparer leur participation à l'élection. Mais au niveau de la majorité, avec plus de 40 partis politiques, le problème ne se pose pas. C'est-à-dire que du côté de la majorité, la lecture qu'on peut faire, c'est que là-bas, quand il s'agit des intérêts communs, ils arrivent à taire leurs égos et avancer, ce qui n'est pas le cas de l'opposition actuellement. Moi, j'ai vu une liste de Louis Gaston Maïla, une autre liste de Paulette Missambo, une autre liste. Il y a tellement de listes et à la fin, on se rend finalement compte que c'est une opposition déstructurée, désorganisée, une opposition qui n'a pas de vision stratégique, une opposition qui, malheureusement, navigue à contre-courant. Alors, le dernier Conseil des ministres a indiqué la date des débuts des rencontres qu'il y aura entre les acteurs politiques qui avait été annoncée, d'ailleurs appelée à corps et à cri par l'opposition. Notamment, c'est prévu pour le 13 février. Est-ce que vous avez des attentes particulières concernant cette concertation? En ce qui concerne, nous attendons à ce que les concertations, pas grand-chose, si ce n'est l'organisation de l'élection et que le bureau du Centre gabonais des élections soit rapidement mis en place. Je pense que c'est l'une des principales attentes rationnelles que l'on puisse avoir. Maintenant, pour ce qui concerne les autres points de sérénisation du processus électoral, je n'y crois pas. Parce que ce n'est pas à 8 mois de l'élection présidentielle ou des élections générales que l'on va réformer quoi que ce soit. Et tous ces acteurs politiques savent très bien qu'on ne peut pas réformer en période, on ne peut pas toucher fondamentalement la loi en période électorale. En année électorale. En année électorale. Donc ce qui veut dire que la seule chose que nous puissions nous attendre de cette concertation, c'est que on nous définisse un calendrier électoral clair et qu'on nous dise comment nous allons sortir de la confusion qu'il y a toujours dans les cycles électoraux. Je prends le cas des sénateurs. Les sénateurs poursuivent leur mandat 3 ans après que ceux qui les ont élus soient sortis. Oui. Donc il y a un déséquilibre qui est la crise de légitimité encore une fois. Comment allons-nous régler ça pour cette fois-ci ? Peut-être ce n'est pas le moment de poser ce genre de questions, mais le mandat de 7 ans, nous sommes l'un des rares pays au monde à encore avoir un mandat présidentiel de 7 ans. Est-ce que nous allons le maintenir, etc. Ce sont des questions de fond qu'il faut régler. Mais qu'on aurait pu voir dès le départ, je ne trouve pas nécessaire. Je ne suis pas partisan de la concertation politique actuelle parce que je ne sais pas si on avait besoin de cette concertation politique pour mettre en place le CGE, puisque la loi sait que le CGE, selon les promesses, devrait normalement être mis en place avant la concertation politique, puisque la Cour constitutionnelle, en donnant son rendu le 5 janvier, a donné 30 jours au gouvernement. Absolument. Ouais. Donc c'est bien ma curiosité, c'est à quoi va servir cette concertation ? Et ce qui encore contribue à maintenir justement le fossé, la crise de confiance, c'est lorsqu'on appelle à une concertation, on doit au moins communiquer sur les thématiques qui vont être abordées parce qu'il est question, ce n'est pas qu'une affaire d'hommes politiques, c'est une question de toute la classe, de toutes les couches sociales parce que les décisions les concernent. Donc on aurait pu avoir une espèce de agenda des discussions qui soit partagé, qui soit relayé et dans lesquels les populations peuvent
émettre leurs avis. Je pense que la chance que nous avons au XXIe siècle, c'est de pouvoir avoir des instances comme les vôtres, les radios où les citoyens peuvent s'exprimer, mais également les réseaux sociaux qui doivent permettre aux dirigeants de prendre la température et les tendances. Donc, on ne peut plus être en déphasage par rapport aux attentes du peuple aujourd'hui et le justifier parce que les canaux d'expression du peuple sont assez diversifiés. Il suffit simplement de les cadrer. Et donc, l'erreur actuelle, elle est là et nous allons repartir vers les mêmes choses qui produisent les mêmes effets et les évêques vont revenir, on va dire qu'ils ne sont pas leur champ. Et voilà le problème. On prépare les germes de la crise, d'après ce que je vois. On a fixé une date, le 13, c'est la semaine prochaine, si je sais compter. Oui. Mais quel est l'agenda? Pourquoi, en communiquant la date, on n'a pas communiqué l'agenda pour qu'au moins les populations sachent de quoi ils vont parler? Et donc, aujourd'hui, on ne sait pas. Donc, par rapport à votre question, je reste sceptique quant à l'issue transformatrice ou transformationnelle de ce dialogue, de cette concertation. Monsieur Simamba. Bon, mais déjà, moi, je vais aller beaucoup plus rapide. Bon, ce qu'il faut déjà souligner, c'est que, vous n'êtes pas revenu sur ce que Jean Delors a dit, mais moi, j'appelle à une prise de responsabilité des acteurs politiques de l'opposition, d'abord. Parce qu'il y a souvent ce jeu de scène-là. Les mêmes vont participer, à la fin, ils viennent crier au boycott. J'espère qu'ils auront uniquement discuter des questions en rapport avec l'organisation des futurs scrutins électoraux. J'espère qu'ils auront parlé des élections présidentielles, législatives et locales à venir. Parce que ce qui se passe souvent, et moi je le dis ici, c'est que certains acteurs politiques de l'opposition vont d'abord pour la défense de leurs propres intérêts stratégiques. Beaucoup visent l'entrée au gouvernement parce que souvent, ça devient une tradition, pas seulement pour le Gabon, mais c'est une tradition dans les pays démocratiques ou les pays en voie de démocratisation en Afrique. Après chaque concertation politique, on assiste au renouveau de la classe politique, notamment avec le gouvernement d'ouverture. En filigrane, ces acteurs ne doivent pas partir parce qu'ils veulent rentrer au gouvernement ou parce qu'ils veulent se faire de l'argent. Ils doivent aller travailler pour les 10, les 15 ans à venir du Gabon. Merci. Merci Mosley, merci à M. Simamba et à M. Jean Delors qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM. Dr Jean Delors Biyoké Bintougou, politologue, auteur d'ouvrages et conférencier, et M. Simamba Edgar, consultant et analyste politique. On se dit au revoir, Mosley, c'est ça? Oui. Et on vous souhaite un très bon week-end et à tous les auditeurs d'Urban FM 104.5, la station urbaine, à lundi matin, 7h. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.